ici en mairie du 6e arrondissement par monsieur Jean-Pierre Lecoq. 6e arrondissement qui, je vous rappelle, est quand même un quartier très beau avec Saint-Germain-des-Prés, son jardin, son église, l'Institut de France, le théâtre de l'Odéon et j'en passe. Et évidemment, sa faculté de chirurgie dentaire qu'on n'oublie pas. Nous sommes ici dans la salle des fêtes de la mairie, salle des fêtes avec des tableaux peints au plafond par Henri-Léopold de Lévy, ce qui nous promet quand même une journée où on va s'enrichir culturellement en commençant par ces tableaux. Ma chère Rebecca, nous allons présenter la journée à tous nos convives, à commencer par une matinée passionnante avec des débats, éthiques et informations. Des invités d'exception vont nous rejoindre et ce sera suivi par une table ronde innovante intitulée Génération 2021. Mon cher Fabien, cette table accueillera de jeunes personnes nées entre les années 90 à 2000. Mais ils seront également accompagnés par des porte-paroles de la profession qui leur délivreront un message d'espoir. Super. Il y aura aussi d'autres invités, tels que des scénaristes, directrices de casting, agents de personnalité. Je ne sais pas pour vous, Rebecca, c'est dommage, je n'ai pas pris mes cartes de visite. Et des influenceurs, enfin une influenceuse en particulier. Tout ce petit monde sera réuni à midi et ce jusqu'à 13h15. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, Rebecca, moi je viens juste d'en entendre parler, un petit souci technique en fait, c'est Dites-moi. La Covid-19, quelque chose comme ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Petite crise sanitaire avec peu de précédents et malheureusement cette année cela va nous empêcher d'avoir un cocktail. Mais nous invitons nos chers participants à se balader dans le quartier pour se retrouver et échanger. La mairie fermera ses portes de 13h30 à 14h30 et l'après-midi sera sous le signe de la création et de son avenir. Effectivement, de magnifiques débats vont avoir lieu cet après-midi. Le monde d'après à 15h. Suivi d'un débat révolutionnaire, séries et plateformes, un nouveau modèle, à 16h30. À 17h30, un débat sur une actualité brûlante, la chronologie des médias. Tous ces débats seront menés par des intervenants exceptionnels et des experts très pointus. Et bien entendu, des questions de la salle pourront être posées. Enfin, Pascal Regard, pour son grand débat tant attendu, accueillera à partir de 18h45 en exclusivité Madame la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte-Quincy, et Monsieur le président du CSA, Roch-Olivier Mestre. Et voilà, mesdames et messieurs, une belle journée pleine de promesses, riche d'esprit pour les créateurs et le monde du média et des 7e art. Bonne journée. Pour ce premier débat, je vous demande d'accueillir Madame Christine Kelly, journaliste à CNews, et Monsieur Patrick Bézier, président du club audiovisuel et par ailleurs du pôle médical Bergère. On peut les applaudir. Les invités sont Madame Carole Bien-Aimée-Besse, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Gérard Carrérou, journaliste, Éric Grandot, directeur des affaires publiques TikTok France, Kathleen Grosset, présidente du Conseil de déontologie journalistique et de médiation, Baptiste Prezioso, fondateur et avocat, cabinet Meyer Prezioso. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bon, merci d'être aussi nombreux ce matin, pas ici dans la salle, mais par visioconférence et sur la chaîne YouTube qui retransmet en direct. Je crois qu'il y a 10 000 spectateurs sur YouTube. C'est le chiffre qu'on annonce toujours, hein. Et je suis heureux d'être avec Christine Kelly, le modeste animateur apprenti
d'un débat de professionnels, mais on est des apprentis toute la vie, paraît-il, et j'en suis ravi. Donc, nous allons traiter de ce sujet ô combien nécessaire et utile. Je tiens à remercier d'ailleurs Jessica d'avoir mis à l'ordre du jour, pour une fois, un thème sur l'information et pas seulement sur le spectacle et les médias et le divertissement et la production audiovisuelle. Je pense que l'information fait partie maintenant d'une attente spécifique des téléspectateurs, voire des citoyens. Nous sommes le pays qui a le plus de chaînes d'infos au monde, paraît-il. Et pourtant, n'y a-t-il pas un doute sur la crédibilité de l'information ? Il y a en France un nombre de règles éthiques importantes, déclaration des droits de l'homme, charte des journalistes, et pourtant, la profession de journaliste n'est pas forcément celle qui a le plus de crédit vis-à-vis du public. Au fond, les uns et les autres, vous allez, dans un premier temps, sous le contrôle des questions qui viendront de Christine, nous dire comment vous voyez ce sujet, éthique et information. J'ai envie de commencer par un professionnel qui a eu sa carte de presse en 1966, Gérard Carrérou, qui est la voix d'Europe 1 pour plusieurs générations et qui est un grand professionnel de la télévision. Gérard, comment tu as vu, toi, la transformation du respect des règles, respect de la liberté d'expression, respect de la vie privée, et comment le travail de journaliste dans ce cadre-là a-t-il évolué ? Alors, comme je suis... D'abord, je vous remercie de m'avoir convié, et j'ai d'autant plus de plaisir que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans ma vie Christine Kelly comme professionnelle, et puis Patrick Bézier comme grand patron. Et donc j'ai toujours eu du plaisir à converser avec eux. En tant que journaliste, effectivement, mes 55 années de métier, j'ai fait un peu tous les métiers dans le journalisme. J'ai commencé comme reporter, je vais tout vous dire, j'ai commencé comme journaliste à un petit journal qui s'appelait Tribune Socialiste. J'étais à l'époque de gauche, alors ceux qui m'écoutent parfois maintenant vont se dire il a bien changé celui-là. Effectivement, j'étais au PSU de Michel Rocard et j'ai commencé à faire mes armes en faisant le compte-rendu du procès Ben Barka en 1965. Et puis après, il y a eu la radio, la télé, je ne m'étendrai pas, ça ne vaut pas la peine. Simplement, évidemment, la profession a changé. Mais comme ce matin, disons, le focus, le débat est centré sur les organismes de contrôle ou le contrôle, je dirais que les meilleures périodes de ma vie de journaliste sont celles où nous pratiquions ce que j'appellerais l'autocontrôle, c'est-à-dire une époque, je dirais, bénie, où il n'y avait pas les comités Théodule qui sont venus se surajouter en permanence. Parmi les comités Théodule, avec beaucoup de sympathie, parce qu'il y a des gens là-dedans que j'ai beaucoup appréciés, mais ce que j'appelle les comités Théodule, c'est des organismes qui n'ont pour mission que nous aider un peu et nous contrôler beaucoup. Et je pense qu'on a surajouté un certain nombre d'organismes à d'autres, et donc j'ai peu prisé cette évolution. Je pense que les journalistes sont des gens responsables. Je pense que nous étions responsables dans les années 60 lorsqu'il n'y avait que 2 chaînes de télévision, 3 ou 4 chaînes de radio, une vingtaine de journaux dans la région parisienne et un peu plus en province. Nous étions très responsables. Le sommes-nous davantage aujourd'hui avec les organismes de contrôle ? Je ne le crois pas. Le vrai contrôle dans la profession de journaliste, le contrôle de la vérité de l'information, de la façon dont on la rapporte, etc., le vrai contrôle se fait à travers le choix du public. Le choix, c'est-à-dire le pluralisme. Quand il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de contrôle, il y a une vérité d'État, c'est le cas des dictatures totalitaires, etc. Quand il y a pluralisme, et nous sommes dans une société pluraliste, il y a aujourd'hui, vous l'avez rappelé, maintes chaînes, Patrick, maintes chaînes de télévision et de radio, je pense que chacun peut, s'il n'est pas content, s'il a un doute
Il entend quelque chose, il a un doute, il peut toujours aller à côté, il change de chaîne, il écoute une autre radio, il lit un journal, il regarde Internet et il arrive à se faire sa vérité. La vérité vient de la multiplicité des sources, davantage qu'elle ne vient de décisions, de décisions d'en haut, puisque c'est le mot un peu à la mode maintenant, de décisions, si vous voulez, je prends une seule décision, celle concerne le CSA, c'est récente, c'est la décision qui a contribué finalement à supprimer l'émission d'Éric Zemmour le soir. Le résultat de cette décision malencontreuse, que j'ai qualifiée même sur plusieurs antennes d'irresponsable, le résultat c'est que Éric Zemmour, alors si on l'aime bien, on s'en réjouit, si on l'aime moins, on ne s'en réjouit pas, c'est qu'on n'a jamais vu autant d'Éric Zemmour sur tous les médias de France et de Navarre. Et ça, c'est le résultat. Il était sur CNews tous les soirs pendant 1 heure avec Christine Kelly, et c'était intéressant. On a voulu faire un acte d'autorité alors qu'il n'y avait aucune base juridique puisqu'il n'était pas candidat. On a fait un acte d'autorité qui a contraint la chaîne sur laquelle il était effectivement à lui demander d'arrêter, et du coup, il est partout. Voilà le résultat d'une décision qui est une décision purement de hauts fonctionnaires. Alors, évidemment, je ne me fais pas d'illusions, hauts fonctionnaires souvent actionnés par un pouvoir quelconque, en l'occurrence certainement par un pouvoir politique. Je l'ai dit, donc je le répète. Merci. Gérard, tu as parlé de déontologie, tu as parlé aussi d'un éditorialisme. Je pense que les uns et les autres voudront y revenir de leur point de vue. Mais la déontologie, Kathleen, c'est l'objet du CDJM. Merci Patrick. Alors c'est effectivement l'objet du CDJM. Je voudrais juste faire une petite remarque préliminaire entre éthique et déontologie. Parce que on va dire que l'éthique, c'est un ensemble de valeurs et la déontologie, c'est la mise en pratique. C'est un code qui est dicté par la mise en pratique, de ces valeurs. Et le journalisme a cette particularité, c'est d'avoir donc une éthique, qui sont un ensemble de valeurs, et un code de déontologie, ou plusieurs codes, puisqu'il y a plusieurs chartes, qui sont donc la mise en pratique de ces valeurs. Il nous est apparu, mais ça fait bien 15 ans que l'on travaille sur le sujet, nous est apparu qu'il y avait une défiance du public vis-à-vis des médias, qui avait l'impression que finalement il y avait une espèce d'entre-soi de règlement de compte. Les journalistes se règlent ça entre eux et on n'est jamais très au courant. Et il nous a paru nécessaire de faire, à l'exemple de ce qui se passe dans de nombreux pays, dont la Suède, qui n'est pas non plus un pays des plus totalitaires, depuis 1916, un conseil de presse ou un conseil de déontologie. Finalement, c'est la même chose. Et Gérard parlait d'autorégulation, c'est justement ça. C'est un organe d'autorégulation, parce qu'il vaut mieux que ce soit nous qui décidions de cette autorégulation, plutôt que quelque chose qui soit décidé au niveau des instances parlementaires et avec des lois et des réglementations. Et donc, depuis 15 ans, ça a commencé par l'APCP, l'Association pour la préfiguration d'un conseil de presse, qui a été créée il y a une bonne quinzaine d'années, entre autres par Yves Agnès, qui était un ancien rédacteur en chef du Monde, qui a regroupé des journalistes et d'autres personnes de la société civile, l'idée de créer ce conseil de presse. Et puis les choses prennent du temps parce que les choses prennent du temps et qu'il faut laisser le temps. Et donc, quelques années plus tard, l'APCP a laissé la place à l'Observatoire de la déontologie de l'information. C'était donc un observatoire qui a publié pendant 7-8 ans, tous les ans, un rapport annuel qu'on remettait aux assises de l'information, des assises du journalisme, et qui montrait on ne va pas dire les fautes, parce que le terme est trop fort, mais les petites erreurs qui peuvent se faire
la rectification, les erreurs, parce qu'il faut aller très vite, on se trompe sur un prénom. Alors il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui sont moins graves, évidemment, il y a toute une échelle de valeurs. Mais donc au bout de 7 ans, on s'est dit, bon voilà, on a fait le tour, on ne va pas continuer à publier des rapports comme ça, qui étaient tout à fait anonymes. Et on s'est lancé, donc il y a presque 2 ans, avec ce conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDJM, qui a été créé, fondé en décembre 2019, et qui est un conseil tripartite. Et j'insiste sur le tripartisme parce que c'est essentiel d'avoir, bien sûr, des membres de la profession, donc des journalistes et des médias ou des agences, des représentants des médias et des agences, mais c'est essentiel aussi d'avoir du public. C'est de la musique? C'est pas parce que c'est du pipeau ce que je dis. Donc c'est essentiel d'avoir également des membres du public parce que le public est associé finalement. Gérard a raison, c'est le public qui nous juge, mais donc il faut donc l'associer, il faut qu'il se rende compte de la façon dont l'information peut être rendue. Pourquoi y a-t-il des erreurs? Et depuis près de 2 ans, nous avons eu 450 saisines. Nous avons été saisis 450 fois pour environ 200 actes journalistiques, parce qu'il y a souvent beaucoup de saisines qui ne concernent qu'un seul acte. Mais c'est tout de même le signe qu'il y a une demande de la part du public d'explication de pourquoi telle ou telle émission de télévision, telle ou telle émission de radio, tel ou tel article, soit en ligne, soit sur papier, a comporté telle ou telle erreur. Alors on étudie le cas. Certaines saisines ne sont pas recevables, ne sont pas retenues dès le départ parce que pour différentes raisons, elles sont trop anciennes, ça concerne la ligne éditoriale. La majorité de ce que nous recevons concerne la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, bien entendu, elle est libre, elle est l'apanage du média. Il n'est pas question de rentrer dans la ligne éditoriale. Mais il y a quelques cas où effectivement on a retenu la saisine et ensuite on a rendu un avis fondé, non fondé, partiellement fondé. Je vais m'arrêter là. On y reviendra. Alors, bonjour à tous, en passant. Dans un instant, vous nous direz peut-être, Carole Benebès, est-ce que vous voulez bien que la CDJM puisse récupérer le pouvoir au niveau de l'autorégulation des journalistes? C'est intéressant, effectivement, de voir, de pouvoir... Est-ce qu'on pourrait éventuellement déplacer le curseur? Il serait peut-être au niveau de la déontologie plus efficace que le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est intéressant ce que vous avez dit. En tout cas, on va continuer peut-être le tour de table. On continue les propos liminaires sous l'autorité du président Patrick Bézier. Et on va écouter Patrice Precioso, qui est fondateur, il a le micro, il est fondateur et avocat de Mayer Precioso. Et vous allez nous parler de la liberté de la presse, de l'américanisation aussi de la presse en France. Merci. Déjà une petite remarque, pour apporter un regard juridique, vous avez choisi un avocat, pas un prof de droit ou un juge. En tant qu'avocat, on est soumis à une déontologie qui date de plusieurs siècles, mais on est aussi confronté à une réalité économique, celle de faire du chiffre d'affaires et celle de se confronter à un besoin client. La société de l'information a évolué considérablement, ce qui pousse aujourd'hui, les médias sont un secteur économique prospère, rentable, qui crée de la marge aussi, ce qui crée... ce qui appelle chacun des acteurs à se positionner de manière différenciante et qui explique comment, dans cette recherche de positionnement, il va falloir poser des limites. Au final, parler d'éthique et d'information, aujourd'hui, c'est débattre comment notre société organise, pose les modalités de recherche de sa vérité. Vous avez parlé précédemment de vérité, je pense que c'est ce qui sous-tend l'éthique et l'information. Alors d'un point de vue concrètement, comment juridiquement et j'aimerais dire quasiment philosophiquement on organise en France et en Europe la conciliation entre l'éthique et l'information? Tout d'abord, on vient punir toute violation d'une vérité sacrée. C'est les délits de négationnisme, de révisionnisme. On vient aussi punir l'information fausse, l'infox, comme nous aime à dire l'Académie française. L'infox est condamné, puisque dès que ça attente à la paix publique, c'est sanctionné par la loi de 1881, la fameuse loi sur la presse. Et en 2018, le 22 décembre, c'est important de le relever, notre pays s'est doté d'une loi contre la manipulation de l'information, qui était en réaction aux interventions de Russia Today et de Sputnik durant les élections présidentielles,
qui vise à créer un nouveau référé. Lorsque 3 mois précédant un scrutin, des informations sont diffusées de manière artificielle et automatisée, on peut intervenir pour sanctionner ce dispositif. Ensuite, de manière plus importante, et j'en viendrai à la liberté de la presse, il y a non pas quand la vérité est violée, mais quand l'atteinte de la vérité va venir heurter des libertés qui nous sont fondamentales. Et c'est là où, culturellement en France, il y a un biais. Il s'agit de la violation de l'intimité privée et de la violation de la présomption d'innocence, principalement. En clair, est-ce que l'intérêt général justifie qu'on montre un candidat putatif à la présidentielle avec sa maîtresse en une, ou que le président de la République apporte des croissants à sa maîtresse? Est-ce que l'intérêt général est servi? Est-ce que la recherche de la vérité doit primer sur la protection de la vie privée? En France, c'est globalement la vie privée qui prime. Je viendrai ensuite sur la réalité de la sanction. Aux États-Unis et en droit écossais également, les choses ne sont pas similaires. C'est que l'intérêt de servir l'information au public prime sur la privacy. La différence, c'est qu'en France, la matérialité du droit est faible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez écoper de 3 mois avec sursis, 2 000 € d'amende, et il n'y a pas suffisamment pour dissuader l'acteur, mais au moins la sanction symbolique est posée. Sur la présomption d'innocence, elle est bafouée au quotidien par tous les journalistes, puisque aujourd'hui, il y a un pouvoir d'évocation et de lynchage de juste parler du début d'une instruction pénale. En clair, si demain je porte plainte contre quelqu'un de connu par un levier juridique pertinent pour faire en sorte qu'une action publique soit engagée, je vais vouer la personne aux gémonies et elle ne sera plus crédible quand bien même elle sera innocente. Ce pouvoir de lynchage est peu contrôlé, il y a peu de sanctions sur ceux qui véhiculent l'information. Et enfin, sur l'évolution de la société d'information, pour conclure mon propos liminaire, l'information n'est plus univoque du saint journaliste éclairé vers le profane ignorant. Aujourd'hui, l'information est collaborative. S'informer a pour corollaire la volonté de s'exprimer. Twitter, Facebook, toutes les plateformes de communication en ligne qui sont devenues des leviers importants, qui sont devenus des médias importants. Vous avez sans doute en tête la loi Avia qui a été censurée. On a tenté de limiter la diffusion de la haine en ligne ou le cyberharcèlement, c'est une réalité. Alors on a pensé on a voulu donner le droit à l'administration de censure, ce qui a été interdit par le Conseil constitutionnel. Mais c'est important parce que quand on parle d'éthique et d'information, au final, il faut aussi qu'on soit clair avec soi. C'est qui est réellement le spectateur, qui est réellement le citoyen. Et nous ne sommes pas tous des hommes et des femmes dotés 100% de vertu. L'expression en ligne et la libre expression a montré un visage parfois monstrueux de certains, mais l'anonymat de l'écran a permis aussi de révéler une réalité. C'est la volonté de s'exprimer de manière, comment je pourrais dire, non contrôlée, emporte des conséquences civilisationnelles qui sont graves. Donc en clair, venir poser un autocontrôle sur le journaliste, c'est intéressant, mais il doit y avoir aussi le corollaire de venir poser une régulation forte du citoyen qui s'exprime. Merci beaucoup. On a retenu l'information. Est-ce qu'elle est collaborative? Je rebondis justement sur vos propos pour interpeller Éric Garando. Vous allez faire votre propos liminaire, peut-être rebondir un peu là-dessus, puisque vous êtes directeur des affaires publiques de TikTok France. Ça fonctionne, TikTok, ce matin? Ça fonctionne très bien. Bien. Ça fonctionne très très bien depuis maintenant plus de 3 ans. TikTok, globalement, a franchi le milliard d'utilisateurs actifs. Donc c'est une très belle percée de cette plateforme qui s'explique peut-être par ses caractéristiques qui sont celles d'une plateforme où règne la liberté. Je rebondis effectivement sur ce qui vient d'être dit, la liberté d'expression, la liberté de créer son compte. Voilà, tout un chacun peut créer son compte TikTok en quelques secondes. Toutes les générations sont invitées à participer et on voit bien aujourd'hui que ce qui était une plateforme au départ très jeune dans sa sociologie, aujourd'hui elle est très intergénérationnelle et on a des créateurs très talentueux de 13 à 113 ans, on pourrait dire. Et comme on est dans une instance audiovisuelle, je citerai juste un conte, celui d'Anthony Hopkins, que j'adore et où on le voit en train de faire de la cuisine, faire du piano, réciter des poèmes irlandais. Et on a beaucoup de contes en fait, où les enfants dialoguent avec leurs parents, leurs grands-parents. Donc TikTok, c'est une plateforme communautaire, encore une fois. Chacun vient y poster, y créer d'abord ses vidéos. C'est d'abord un studio de cinéma embarqué.
Donc on vient créer des vidéos et évidemment on vient ensuite les partager. Et c'est dans un esprit qui est généralement extrêmement positif, bienveillant. On vient vraiment se divertir, on vient partager, créer, encore une fois. Et évidemment, dans tous les contenus qu'on peut trouver sur TikTok, il y a aussi des contenus informatifs. Ça c'est vrai, il y a même une TikTok Academy qui fait plus de 9 milliards de vues maintenant en France et sur laquelle vous pouvez trouver toutes sortes de contenus intéressants, des recettes de cuisine thaïlandaise, des cours de musique, de peinture ou de sport, y compris Donc cette grande variété, évidemment, de contenus reflète aussi la grande variété des utilisateurs. Et évidemment, par rapport au sujet d'aujourd'hui, même si la liberté, encore une fois, est la marque première de TikTok, c'est aussi évidemment une éthique de responsabilité. Et le législateur, ainsi que les autorités de régulation comme le CSA, évidemment, ont eu soin de poser des bornes qui nous aident aussi à pouvoir, par exemple, ce qu'on appelle modérer des contenus, c'est-à-dire de pouvoir, lorsqu'il y a des contenus qui sortent justement du cadre normal de la liberté d'expression, de pouvoir les supprimer, les réduire. Et donc le TikTok applique évidemment toutes les lois et règlements, y compris la nouvelle loi qui vient d'être votée, qui renforce les principes de la République. Et de même qu'on participe aussi à l'Observatoire de la haine en ligne. Et qu'on va signer ce soir une charte présentée par Adrien Taquet qui veille à préserver les enfants de la surexposition aux écrans. C'est une charte qu'on signe d'autant plus volontiers qu'on a mis en place, et Carole le sait, depuis pas mal de temps, des dispositifs de contrôle parental qui permettent de faire en sorte que nos utilisateurs mineurs, donc à partir de 13 ans, puissent être un peu guidés aussi par leurs parents, notamment dans le temps d'utilisation de TikTok et aussi dans l'usage qu'ils en font. Voilà, donc on est un réseau social, mais on est avant tout une plateforme créative, beaucoup plus qu'un réseau social, et c'est ça vraiment qui fait, je pense, son succès. Oui. Merci Eric. Le contrôle de la vision d'écran par des enfants, c'est un critère chinois maintenant qui se développe dans le monde? Alors TikTok est totalement indépendant de une autre application qui s'appelle Douyin et qui elle-même a été faite pour le marché chinois. Donc il y a une indépendance totale entre les deux structures et donc les dispositifs de modération qui s'appliquent en France sont ceux qui ont été prévus par le législateur français uniquement. Alors justement, après ce premier tour de table, c'est le régulateur qui s'exprime là, avec Carole bien-aimée Bess. Nous avons en France un dispositif, un corpus de textes très impressionnant sur ce qu'est une entreprise de presse, sur qu'est les droits, la responsabilité des entreprises de presse, plutôt d'ailleurs des employeurs. Et puis, nous avons aussi des organisations professionnelles qui parlent de leur métier, qu'elles soient employeurs ou salariés, ou indépendants d'ailleurs. Alors le régulateur, il doit prendre un peu de hauteur, j'imagine, pour faire respecter la loi française, la loi européenne, et peut-être aussi quelques réglementations plus précises qui font qu'il ne faut pas mélanger ce qui vient d'une entreprise de presse, qui est avec des droits et des obligations, et puis jusqu'à celui qui se déclare journaliste, autoproclamé, influenceur, et qui donne des faits, des informations, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est des informations ou des opinions, qui règle ses comptes avec son voisin ou avec le reste du monde. C'est compliqué de réguler tous ces éléments-là. Alors merci, je voulais tout d'abord vous remercier de cette invitation, remercier Jessica Méry de toujours soutenir cet événement qui nous rassemble, et c'est important, je pense, de pouvoir échanger et discuter ensemble. Merci évidemment à Christine Kelly, à Patrick Bézier, de grands professionnels des médias, de modérer et animer ce débat où l'objectif c'est de pouvoir effectivement parler de la question de la déontologie et de la presse. Alors, s'agissant du CSA, donc Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui nous concerne, c'est avant tout l'audiovisuel. Tout d'abord, la radio et la télévision, comme voulu par la loi de 1986. 1986, c'est loin.
Aujourd'hui, voilà, TikTok n'existait pas, on avait très peu de chaînes, donc on a pu voir successivement arriver la TNT, aujourd'hui les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, la VOD, etc., etc. Donc aujourd'hui, le CSA se retrouve, et le législateur évidemment l'a bien compris, souhaite justement adapter la régulation à la consommation audiovisuelle telle qu'elle est aujourd'hui, et à la proposition audiovisuelle qui est celle qui est proposée aujourd'hui, à la fois en France, mais aussi au niveau international. C'est pour ça que la régulation, elle ne peut plus uniquement se penser au niveau franco-français, elle se pense maintenant au niveau européen, et je pense qu'à terme, il faudra peut-être aller plus loin, puisque on voit bien que des acteurs tels que TikTok ou autres, ce sont des acteurs mondiaux, et que finalement, toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté, on parlait tout à l'heure des écrans ou de la déontologie, on se rend bien compte que dans chacun des pays, nos homologues, qu'ils soient anglais, américains, la FCC, on est confronté aux mêmes questions. Donc pour en venir à la liberté d'expression et à la liberté de communication, qui n'est aucune ambiguïté, la loi de 1986, à ce sujet, elle est très claire. Le premier article, c'est liberté de communication, liberté d'expression. Donc il y a, je veux dire, le CSA n'est absolument pas un organe de censure. Christine, qui est une éminente journaliste et qui a été un membre éminent de cette institution, connaît cette loi par cœur. Il s'agit simplement, effectivement, de permettre aux éditeurs, et je rappelais peut-être un point, nous ne sommes qu'en contact avec les éditeurs. L'éditeur en tant que responsable du contenu qu'il propose. Donc évidemment, ce n'est pas, quand nous intervenons, ce n'est pas ad hominem pour telle ou telle personnalité qui s'exprime sur la chaîne, pas du tout, c'est l'éditeur. Donc en l'occurrence, là tout à l'heure on parlait de CNews, c'est le groupe Canal+, qui est notre interlocuteur. Donc liberté d'expression avant tout. Il y a juste une chose, c'est qu'effectivement cette liberté elle doit être assortie d'un principe déontologique qui est tout d'abord, enfin quand on reprend le texte, et je vais vous le lire comme ça, vous verrez qu'on n'invente rien et qu'il ne s'agit pas pour les 7 membres que nous sommes de faire appliquer finalement leurs propres valeurs, mais bien des principes qui sont édictés par la loi. Donc une liberté qui s'accompagne d'un principe déontologique qui porte sur le respect de la personne et de la dignité humaine, la lutte contre les discriminations, le maintien de l'ordre public et l'honnêteté de l'information. Donc c'est des principes très simples, très clairs, qui sont connus par les éditeurs, télé, radio, que l'on peut retrouver dans les conventions de celles-ci, que l'on retrouve aussi dans les conditions d'utilisation des plateformes, hein, je veux dire qu'on prenne Google ou autre, ou TikTok, il y a des conditions générales d'utilisation qui sont très présentes et qui rappellent tous ces principes. Donc le CSA, lui, n'intervient que pour s'assurer que ces principes sont bien appliqués, sachant que les éditeurs sont des gens responsables et que, de ce point de vue-là, la plupart du temps et majoritairement, ces principes sont appliqués, sont bien connus par les équipes et appliqués. Effectivement, il s'avère que parfois nous intervenons. Alors, puisqu'on a parlé d'un cas récent, d'une décision que nous avons prise, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on est à l'approche d'une élection présidentielle importante. On a, je veux dire, le président du CSA a été très clair sur le sujet. Il ne s'agit absolument pas de compter le temps de parole des éditorialistes, ni encore moins des humoristes. Il y a juste de faire appliquer le principe du pluralisme, qui est un principe, qui est un des fondements de notre démocratie. Le pluralisme, ça suppose que chaque courant de pensée puisse s'exprimer de manière équitable. Donc en fonction de ce qu'on représente dans les urnes et au sein de la société française. Là, il est apparu qu'effectivement un éditorialiste connu qui s'exprime sur de nombreux sujets, c'est-à-dire que si vous reprenez les interventions sur cette chaîne, vous verrez que finalement, c'était une émission quotidienne, on est intervenu extrêmement peu. Donc sur ce sujet en particulier, il s'est avéré qu'effectivement on avait donc un éditorialiste connu qui, d'abord, s'est déjà mis en retrait du journal pour lequel il travaillait, qui est donc Le Figaro, que sur la base de faisceaux d'indices, comme on le pratique au Conseil d'État, on s'est aperçu que, effectivement, il y avait
à la fois des affiches qui le représentaient en format de candidat potentiel, une association qui s'était créée pour recueillir des signatures et pouvoir lever des fonds pour financer potentiellement une campagne, il avait sorti d'un livre, une mise en retrait de son journal, et donc de ce point de vue-là, il est apparu au Conseil, sur la base d'éléments juridiques très précis, que ce n'était plus uniquement un éditorialiste, mais une personnalité politique. Simplement une personnalité politique. Nous n'avons jamais dit que c'était un candidat. Nous avons dit que c'était une personnalité politique. Et de ce point de vue-là, il était important que son temps soit comptabilisé sur des thématiques de politique, de débat politique. C'est-à-dire que en aucun cas, son temps aurait été comptabilisé s'il s'est exprimé sur la santé, enfin, je sais pas, l'égalité salariale. Vraiment, on comptabilise le propos sur les questions de débat politique. Voilà, nous, on a considéré ça, donc c'est une décision qui est tombée. Ensuite, la décision de considérer qu'il ne pouvait plus être présent dans le cadre de cette émission. Cette émission continue toujours. On peut retrouver Christine Kelly et d'autres éditorialistes tous les soirs sur CNews. Elle est appartenue à l'éditeur et donc à la chaîne. Voilà, donc c'était juste pour répondre sur ce point. Et je peux me permettre de vous relancer, ma chère Carole, sur l'aspect éthique et information pour revenir sur le sujet. Et ce que disait tout à l'heure Kathleen Grosset sur... parce que vous occupez au CSA de la déontologie des journalistes, surtout de la télévision et de la radio, pas de la presse écrite. Vous vous occupez, ma chère Kathleen Grosset, de tout ce qui est effectivement éthique. Vous avez fait la différence entre éthique et déontologie pour tout ce qui est presse écrite, radio, télé, enfin voilà, tout ce qui est journalisme. Est-ce que, comme elle disait, est-ce que c'est pas c'est une question qui revient souvent au CSA. Oui, est-ce que c'est pas aux journalistes de s'occuper de la déontologie du journalisme? Ah ben alors, il y en a beaucoup qui le croient, et c'est vrai que lors de la création... C'est ce qu'il disait aussi, Gérard Carreau. Oui, et qui le pensent et qui en sont convaincus, d'où la création du CDJM. Je pense que c'était vraiment la volonté de journalistes de considérer qu'effectivement, il pouvait y avoir une autorégulation. Mais je pense que les deux peuvent être complémentaires, parce que c'est vrai que nous, on est uniquement sur l'audiovisuel, télé-radio aujourd'hui et demain sur les plateformes, mais comme l'a rappelé tout à l'heure mon voisin de droite, c'est que honnêtement, les lois dites Infox de 2018, le Conseil n'intervient que pour vérifier que les plateformes ont mis en place les outils pour lutter contre les Infox. Et à terme, là, dans le cadre de la loi sur les principes de la République, que les plateformes ont mis en place des outils pour lutter contre les discours de haine. Ça s'arrête là. Donc, sur tous ces principes de déontologie de l'information, évidemment, le CDJM fait un travail qui est beaucoup plus large en termes de périmètre, puisqu'il va au-delà, presse écrite aussi, réseaux sociaux et autres, et qu'en plus, je pense qu'il a des moyens autres. Donc, je pense que ça peut être totalement complémentaire. Sauf que vous n'avez pas de moyens de coercition. Non, oui, justement, les deux peuvent parfaitement coexister. De toute façon, nous n'avons effectivement aucun pouvoir de sanction, et ce n'est pas notre finalité, ce n'est pas d'avoir des sanctions, c'est au contraire de donner à chaque média des clés pour réfléchir à comment améliorer. Le pouvoir de sanction, on le laisse au juge lorsqu'il s'agit de questions qui dépendent de la loi de 81, on le laisse au CSA lorsqu'il s'agit d'autres questions. Vous aviez dit que le CSA s'occupait de la déontologie, s'occupe de la déontologie des programmes et de l'honnêteté de l'information. Mais dans la déontologie journalistique, il n'y a pas que l'honnêteté de l'information, il y a d'autres choses. Il y a les risques de conflit d'intérêts, il y a le respect des personnes. Donc, si je comprends bien, tout ça, vous ne vous en occupez pas. C'est pour ça que nous existons. La dignité humaine, le CSA s'en occupe. Le respect des personnes, le CSA s'en occupe. Et aussi, les sujets dont vous avez parlé, le CSA s'en occupe quand même. Honnêteté de l'information. Derrière l'honnêteté de l'information, il y a quand même tout ça. Je peux revenir sur la question, Monsieur le Président, si vous permettez, une question qui me brûle les lèvres à Gérard Carreyrou. Qu'est-ce qui peut répondre à ça, ce qu'il a soulevé tout à l'heure? Pourquoi
messieurs, dames, ne mettons pas justement dans les mains du téléspectateur, dans les mains du lecteur, dans les mains de l'auditeur, le pouvoir de décider, le pouvoir de juger, le pouvoir de choisir en se basant sur le pluralisme. Si je peux dire un mot, Christine, là-dessus. Je dis tout à l'heure, je prends un exemple, parce que c'est une notion à la mode et qui nous vient d'ailleurs des États-Unis, comme mon voisin a parlé tout à l'heure des États-Unis et de l'influence américaine sur la judiciarisation des médias et de l'information. Je vais prendre la notion de fact-checking, hein, le contrôle des faits. C'est un truc à la mode, c'est un enfant chéri de la nouvelle culture américaine, c'est-à-dire la cancel culture ou la woke culture. On a décidé qu'effectivement un certain nombre de policiers de la pensée allaient décider ce qui était la vérité avec un V majuscule ou pas. C'est bien. Dans le principe, on dit oui, c'est bien qu'on puisse avoir, par exemple, quand on donne des chiffres qui soient le reflet de la vérité et pas qui sortent tout droit de fantasmes de journalistes. Oui, ça part de bons sentiments. Oui, ça part de très bons sentiments. Comme tous les trucs qui parlent de la woke culture en général, ça part de bons sentiments, mais c'est en même temps la police de la pensée. Je prends juste l'exemple, par exemple, qui a été à l'occasion traité sur le plan judiciaire. Un jour, puisque je reprends l'exemple de Zemmour, parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, Zemmour a été traduit devant les tribunaux pour avoir dit, mais c'était il y a quelques années déjà, pour avoir dit dans les prisons françaises, il y a, je ne sais plus quel était le chiffre qu'il avait donné, 30% de prisonniers, de condamnés qui sont d'origine maghrébine, etc. Il a été évidemment aussitôt assigné par les organisations au nom du racisme, etc. Mais quelle est la réalité? Dans un pays comme le nôtre, où l'on interdit les statistiques ethniques, c'est-à-dire que personne, normalement, ne peut savoir combien il y a de condamnés dans les prisons françaises qui sont d'origine africaine, maghrébine, tchèque, tchétchène, tout ce qu'on veut. On ne le sait pas. Donc comment peut-on condamner quelqu'un pour avoir dit un chiffre qui n'a aucune base légale, légitime? Ça, c'est le genre de choses qu'il faut quand même se poser. Et quand au fast-checking, on a eu une illustration du caractère ridicule de cette affaire. Ceux d'entre vous qui ont regardé idéologique de cette histoire, ceux d'entre vous, ils sont peut-être parmi, il y en a dans la salle, puisqu'il y a eu presque 4 millions de personnes qui ont regardé le débat entre Mélenchon et Zemmour, il y a eu 2 ou 3 interventions des soi-disant policiers de la pensée, là, les fact-checkers de BFM TV, en l'occurrence, ils se sont absolument ridiculisés. Ils ont donné des chiffres qui ont été évidemment, dès le lendemain, démentis sur le coup par des experts du secteur qui étaient évidemment beaucoup plus crédibles que cela. Donc voilà typiquement, ce que je veux dire par là, c'est que l'autocontrôle, je reviens à cette notion, avant, dans les rédactions, et j'en ai connu beaucoup, et j'en ai dirigé certaines, c'est par exemple celle d'Europe 1 ou celle de TF1, dans les rédactions, le fact-checker numéro 1, c'était le rédacteur en chef ou le directeur de l'information. C'est lui qui était en charge du contrôle et de dire si un journaliste, et croyez-moi, si un journaliste disait une chose qui était notoirement fausse, eh bien il était sanctionné. J'en ai connu qui ont été virés simplement parce qu'ils avaient dit des soi-disant faits qui n'étaient pas avérés, mais qui étaient au contraire notoirement faux. Ça, c'était l'autorité, comment j'ai appelé ça, l'autocontrôle, le self-control, l'autocontrôle par les rédactions. Je crois beaucoup plus à cette notion-là pour les journalistes qu'à la notion de ces autorités dites de contrôle qui essayent de dire une vérité qui, en fait, souvent équivaut à donner la vérité idéologique. En fait, qu'est-ce que c'est le fond des choses? Le fact-checking, c'est destiné à faire plaisir à la bande des 4. La bande des 4, ce sont les minorités qui ont tendance à vouloir diriger l'information. Alors là, je mets aussi bien les minorités sexuelles type LGBT, le féminisme racisé, l'islamo-gauchisme,
et puis les écolos doctrinaires, que j'appelle moi notoirement les Khmers verts. Ce sont ces minorités-là qui sont en permanence à l'affût pour dénoncer, soi-disant, les faits qui sont donnés par les médias. Je trouve que ce n'est pas sérieux, et je trouve qu'il faut en revenir à des choses sérieuses. Merci Gérard de cette définition du wokisme, qui veut dire bien être éveillé et surveiller tout le monde, au fond. Voilà. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. Je te rassure. Mais moi, je ne suis pas un partisan de la pensée nietzschéenne à tout prix et du mythe de l'éternel retour, que tu appelles de tes voeux, où je pense qu'on évoquait à l'époque, quand on apprenait le journalisme, la différence entre le fait et le commentaire, ce qu'on appelait avant le commentaire, c'est-à-dire l'opinion, le débat, etc., et qui s'est remplacé par une lutte acharnée entre l'intolérance, le mépris, la bagarre, le spectacle, au fond, plutôt que de la recherche de la vérité que Platon définissait comme l'adéquation entre la chose et l'entendement. L'entendement, ça veut dire qu'il faut que le citoyen soit entendu, mais soit capable d'entendre et de comprendre ce qu'on lui livre comme information. C'est compliqué, cette notion, non ? L'avocat voulait répondre tout à l'heure, peut-être, pardon. Oui, je voulais juste commenter sur ce qui a été dit, parce que certains propos m'ont un peu heurté. Premièrement, sur la condamnation d'Éric Zemmour, sur ses propos sur la surreprésentation des Noirs et des Arabes, pour reprendre ses propos, dans les prisons. Premièrement, les statistiques ethniques sont interdites en France, parce que, je ne rappellerai pas l'épisode de la collaboration, mais les fiches relatives à l'ethnicité ou à l'appartenance religieuse des individus a été un drame de notre histoire. Deuxièmement... C'est pas une raison suffisante. Franchement... Oui, non, je suis d'accord. C'est pas une raison, parce que des faits dramatiques et terribles se sont produits dans notre pays entre 1939 et 1942, année où je suis né. C'est pas une raison pour instituer une sorte de tabou sur un certain nombre de sujets au nom des choses horribles qui se sont passées dans cette période. Ça, c'est une façon française de ne pas vouloir accepter un certain nombre de vérités d'aujourd'hui. Le 21 avril 1939 a été inséré dans la loi de 80 l'interdiction de l'incitation à la haine raciale, parce qu'on sentait venir le régime nazi qui commençait à discriminer de manière par le sang. Donc, je ne resterai pas sur le point Goodwin, j'interviendrai sur un appel aux journalistes. Votre volonté d'entre-soi permanent, de vouloir vous juger entre vous, amènera à votre fin. Quand une profession ne s'ouvre pas aux autres, un journaliste, vous n'êtes pas un métier à part. Je le dis d'autant plus librement que je pense la même chose de notre magistrature qui n'a qu'une seule volonté, c'est de se juger entre soi. Vous portez une fonction qui est une liberté fondamentale, celle de s'informer. Vous n'êtes ni au-dessus ni en dessous d'un citoyen, mais vous n'êtes certainement pas au-dessus. Je donne Alors, maître, si vous permettez, la CDJM, il n'y a pas de l'entre-soi. Il y a des entreprises, il y a des journalistes, etc. Ce qu'a dit aussi Gérard Carrérou, c'est aussi l'autorégulation, mais en donnant, je comprends, mais en donnant le pouvoir aux téléspectateurs de juger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté d'être uniquement dans l'entre-soi, mais de déplacer le curseur de la régulation et de donner aux téléspectateurs, auditeurs qui est aussi soumis aux réseaux sociaux, il a l'information en permanence, la possibilité lui-même de juger en ayant le pluralisme. Enfin, je pense sous votre contrôle, mais je n'ai pas eu l'impression que c'était une volonté de rester entre soi. On parle de journaliste digne de ce nom, c'est l'expression. Qui va définir qu'est-ce qu'un journaliste digne de ce nom, si ce n'est un journaliste qui s'estime lui-même digne de ce nom? Moi, je réponds à votre question initiale en disant pourquoi ce n'est pas le téléspectateur qui décide, parce qu'on a peur, on ne veut pas que l'individu exprime sa volonté. Parce que si vous faites un sondage, vous trouverez des personnes qui soutiennent le régime nazi, qui soutiennent la peine de mort, qui soutiennent un certain nombre de choses, qui est la liberté, qui est de l'ordre de l'émotion publique, parce qu'on est dans une culture de l'émotion, et on ne veut pas ça. Il faut aseptiser l'émotion, parce que dans la culture de l'instantané aujourd'hui, l'émotion est négative. Je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir une réaction, une émotion primaire, qu'il nous faut réprimer par une forme de réflexion. Et ce que vous dites, maître, si j'ai bien compris votre pensée, comme on a peur du téléspectateur, de l'auditeur, du lecteur, on lui donne justement à penser. Exact. C'est ça. Exact. Je ne sais pas mon opinion, c'est ce que je constate. Dans les réseaux sociaux comme TikTok, comment on voit les choses? Je pense pense qu'il n'y a que pas de journaliste en tant que tel, il me semble.
Alors, TikTok n'est pas un éditeur, TikTok héberge des contenus, mais c'est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, de voir que à la fois n'importe quel citoyen, citoyenne peut venir effectivement apporter sa parole, sa connaissance, sa passion, et effectivement on a des citoyens qui ont des expertises qui soit dans leur métier, et on l'a vu par exemple beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins qui ont pris la parole pendant la crise du Covid, et c'était très salutaire puisqu'ils venaient apporter une parole d'expert, mais on peut aussi avoir une passion dans un autre domaine que son activité propre. Et en même temps, on est très soucieux aussi d'avoir des vrais médias d'information avec des vraies rédactions qui viennent aussi sur la plateforme. Par exemple, Le Monde ou France Culture, et on en a de plus en plus. Là, je cite juste les 2 premiers parce qu'on en a beaucoup plus maintenant. Mais on était très intéressés de les avoir sur TikTok pour pouvoir justement décrypter l'actualité, apporter leur savoir de journaliste. Et sur la vérification des faits, on a maintenant un programme qui permet, dès qu'il y a un doute sur la véracité d'une information, dans n'importe quel domaine, y compris dans le domaine scientifique, de s'adresser à des vrais experts. Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, on a pris, il y a beaucoup d'agences d'information qui ont été retenues, puisque TikTok est une entreprise mondiale. En France, c'est l'AFP, et même d'ailleurs dans d'autres pays du monde, l'AFP est saisie dès lors qu'il y a un doute sur la véracité d'une information. Et quand c'est dans le domaine médical, c'est une autre instance qui s'appelle SciVerify, qui est saisie aussi pour vérifier que... Voilà. Et tant que l'information n'est pas vérifiée, il y a un commentaire qui s'affiche sur la vidéo. Êtes-vous sûr de voir cette vidéo parce que nous sommes en train de vérifier sa fiabilité. Alors ça veut dire voilà, que... de même, juste pour terminer, sur le Covid par exemple, on a même mis en place un site dédié à l'intérieur de la plateforme TikTok pour que vraiment des contenus autorisés, ayant autorité médicale et autorité scientifique, puissent être mis en avant par rapport à d'autres contenus, que ce soit sur la vaccination, sur les risques, sur la propagation du virus, etc. Et ça veut dire que le CSA, Carole, je te passe la parole, va vérifier les temps de parole de tous les candidats sur TikTok, comme, puisque le président s'est exprimé, est-ce qu'il était candidat ou est-ce qu'il était président sur TikTok? Et est-ce que vous allez le faire sur toutes les plateformes? C'est un travail colossal. Non, alors pas d'inquiétude. C'est les plateformes qui vont elles-mêmes mettre en place un dispositif qui permette en fait à chacun de s'exprimer en faisant effectivement en sorte que les propos qui soient tenus soient des propos vérifiés et qu'il y ait une honnêteté de l'information. Moi, je voulais revenir sur la question de la vérification des faits. Je pense que la vérification des faits, c'est pas nouveau, vous l'avez dit, vous parliez des rédacteurs en chef. Je pense, moi, quand je regarde une émission de plateau, c'est à la fois l'animateur de l'émission, qui est rédacteur, qui reprend tel ou tel invité pour lui dire bah non, là vous vous trompez, les chiffres qu'on a ne sont pas les bons. Donc le premier vérificateur des faits, c'est d'abord l'éditeur et le journaliste en plateau, le rédacteur en chef. Ensuite, que l'on ait une volonté que ce soit peut-être un peu plus interactif dans des émissions comme celle-ci, comme celle que vous décriviez, pourquoi pas? Je trouve que moi, pendant la période Covid, qui était celle qu'on connaissait, d'avoir comme ça des vérificateurs de faits, c'était quand même important. C'était une période, souvenez-vous, mars 2020, on se demandait ce qui se passait. Les journalistes étaient face à un phénomène sans précédent, les politiques aussi. On voyait pulluler sur certaines plateformes des informations totalement délirantes. Donc on a bien vu ce besoin des Français de se replier aussi vers des médias traditionnels. Vous prenez la dernière étude de la Fondation Descartes qui prouve que aujourd'hui les Français, malgré tout ce qu'on dit, pour s'informer, ils vont sur les médias traditionnels. Parce qu'ils savent que l'information qui leur sera donnée, malgré tout, elle sera quand même vérifiée et déontologiquement, elle respectera les principes que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc, pour moi, ce besoin que l'on dise aux téléspectateurs, par exemple, quand telle ou telle personnalité présentée comme experte de la santé se présente, disent voilà, je suis tel praticien, je travaille avec tel laboratoire, etc., etc., ça permet aussi d'apporter une information aux téléspectateurs qui lui demande à ce qu'on soit... Effectivement, il y a une demande de transparence absolue. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la tendance actuelle. Et je crois que d'une certaine manière, les vérificateurs de faits qui viennent en complément permettent aussi de donner plus d'informations aux téléspectateurs. Si je reprends la question de Christine tout à l'heure, qui était de savoir si... Est-ce qu'il fallait donner d'une certaine manière le pouvoir aux téléspectateurs ou à l'auditeur? Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes ces plateformes,
on n'a jamais eu autant de moyens de s'exprimer. Donc ceux qui nous disent on ne peut plus rien dire, c'est impossible, on ne peut plus faire part de son expression, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut s'exprimer partout, soit en vidéo, via des tweets, via autre chose. Tous les moyens sont bons. En tout cas, il y a une vraie la liberté d'expression n'a jamais été aussi libre, en tout cas qu'aujourd'hui. En France, oui, bien sûr, mais on a bien vu que même certains réseaux sociaux ont permis, dans certaines dictatures, à des mouvements dissidents de s'exprimer. C'est tout le principe de Twitter au départ, d'accompagner les printemps arabes, de servir de moyen d'expression à des dissidents de certains régimes totalitaires. Donc voilà, moi je considère que de ce point de vue-là, c'est intéressant, et que le téléspectateur interpelle parfois. Pourquoi pas ? Je pense que, enfin, aux journalistes de répondre, mais je pense que de se faire interpeller publiquement, mais dans une volonté de dialogue du téléspectateur, moi je sais qu'il y a certaines plateformes de vidéos de partage qui se sont fait interpeller, par exemple, par des personnes sourdes et malentendantes ou malvoyantes qui voulaient plus d'accessibilité pour pouvoir accéder à ces programmes. Et ben, elles ont tout à coup énormément changé et elles deviennent de plus en plus accessibles parce que le public, via ces réseaux sociaux, les a interpellées. Donc je pense que oui, le téléspectateur, l'auditeur, l'internaute a maintenant un pouvoir et que ça fait partie de l'époque dans laquelle on vit. Juste un mot avant la conclusion, je vois Patrick qui m'a dit que la table est terminée, mais je reprends un peu le débat qu'il a pris, par exemple, Mélenchon, Zemmour, et on a vu, et Carole, je reviens vers vous, sur le fait qu'il y ait deux animateurs, c'est l'animateur qui doit contrôler les faits. Deux animateurs pour contrôler les faits, plus des fact-checkers, si vous permettez l'anglicisme, pour contrôler les faits. Au bout du bout, personne n'est arrivé au bout du contrôle des faits. Voilà, c'était juste ma conclusion pour expliquer que l'éthique et l'information, c'est assez compliqué. Et Patrick voulait qu'on fasse peut-être un petit mot de conclusion chacun. Oui, surtout en direct. Là, vous avez raison, Christine. C'est toute la difficulté du direct. 1 minute pour chacun. 1 minute pour chacun, diable. Eh bien, je vais plaider pour ma paroisse. Il n'y a rien de plus dangereux que le populisme, je crois. Et de décider que le peuple, on voit bien dans les réseaux sociaux et le déferlement de haine quand on peut être caché. Nos saisines ne peuvent pas être anonymes. Ce sont des personnes ou des entreprises qui nous saisissent. Il faut que l'on puisse identifier la personne qui nous a saisis. Nous avons des avis qui sont motivés. Nous avons des avis qui sont publiés. Nous n'avons pas de sanctions, mais effectivement, chacun est libre de choisir son média. Mais on peut aimer un média et considérer qu'il a fait une faute. Eh bien, c'est ça, justement, le rôle du CDJM. Et l'effort que nous faisons, c'est justement de nous ouvrir à tous, de façon à ce que chacun puisse non pas contrôler, mais puisse savoir ce qui se passe. Nous avons aussi des guides, nous avons publié un guide, une recommandation pour les rectifications. Nous avons des groupes de travail, nous réfléchissons à la déontologie, et encore une fois, la ligne éditoriale, c'est l'apanage du média et on n'y touche pas. Je dirais qu'en quelques années, TikTok a vu et a permis peut-être favoriser l'émergence d'une nouvelle vague. Une nouvelle vague de créateurs, de musiciens, de cinéastes, mais aussi une nouvelle vague de critiques, de journalistes peut-être en herbe qui font un travail de décryptage de l'actualité. Il y en a un qui s'appelle Hugo Décrypte d'ailleurs, qui a beaucoup de succès. Et donc c'est très prometteur. Voilà. Donc c'est un message d'espoir. On parle beaucoup de conspiration, de haine en ligne, mais il y a aussi beaucoup d'espoir dans cette nouvelle génération qui s'est emparée de ce média pour s'exprimer, partager une passion, mais aussi partager son regard sur le monde. Donc c'est même des critiques littéraires, des critiques cinématographiques qui s'expriment. Donc voilà, nous on aura à cœur de continuer à encourager cette nouvelle vague. Alors oui, vous remercier pour ce débat et puis vous dire que, en tant que régulateur, l'objectif, c'est évidemment d'assurer la liberté d'expression, la liberté de communication avant tout, et que les principes du pluralisme restent un des fondements de notre démocratie et que de ce point de vue-là, nous serons évidemment au rendez-vous pour tous les scrutins et pour toute la vie en fait politique française, sans jamais avoir en tête un souci ou un besoin de censurer qui que ce soit.
Au final, le consommateur de médias a déjà le pouvoir, puisqu'il est libre de regarder ou pas, et il va définir les parts d'audience, les parts de marché, ce qui apportera une forme de régulation. En termes d'éthique, moi j'aurais aimé inviter les journalistes à se doter d'une déontologie à la fois rigoureuse, exigeante et protectrice, mais nous sommes à une ère où même le secret de l'avocat, qui est un des fondements de l'état de droit, est menacé par le gouvernement, puisqu'il a été altéré, il a été menacé, il a été violé plusieurs fois. Donc j'appelle les journalistes à se doter à être des sentinelles des libertés de l'information et à être peut-être parfois plus démonstratifs lorsqu'il s'agit de s'autoréguler. Avec mon voisin, je partage au moins quelque chose, c'est qu'il a dit que les gens, effectivement, ont le choix. Et je pense qu'on est aujourd'hui, contrairement à tous les sondages d'opinion qui disent que les journalistes ne sont pas libres, et on est très mal placés, les journalistes d'ailleurs, dans les études d'opinion, mais à la limite, ça me paraît secondaire. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me sens libre parce que les gens ont le choix. Le pluralisme est la chose la plus importante. Et les gens, c'est comme les électeurs. On dit les électeurs, quand ils ne vont pas voter, ils ont voté avec leurs pieds. Eh bien, les journalistes, quand ils ne font pas leur boulot, les auditeurs, les téléspectateurs, ils votent avec leurs pieds, avec leurs oreilles plutôt, ou avec leur voix, c'est-à-dire qu'ils vont ailleurs. Ils peuvent aller voir ailleurs. Et tant que dans ce pays, on pourra aller voir ailleurs, si on estime qu'on est mal informé sur telle radio, sur telle télé, dans tel journal, sur tels réseaux sociaux, eh bien, ça sera, je dirais, salutaire pour la démocratie. Encore faut-il qu'ailleurs, il puisse y avoir là aussi la liberté d'expression. Je laisse le dernier mot au Président. Non, merci Christine, merci à tout le monde. Vous nous avez quand même rassurés, au fond, mais nous sommes peut-être un panel un peu éclairé, on va dire. En tous les cas, je pense que l'année prochaine, c'est pas éthique et information, c'est liberté et information. On montera d'un cran. Merci aux unes et aux autres. Merci beaucoup. Merci Christine. Merci. Merci à tous ces invités qui clôturent la table éthique et information. On peut encore les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup.